Je vais vous parler de la commission de discipline en prison. La discipline sous-entend toujours une dimension morale. Il s'agit de transformer un individu par l'intégration de valeurs et de principes auxquels il doit se soumettre. En prison, les commissions de discipline constituent une forme particulière de justice qui vise à mettre un terme aux comportements qui troublent l'ordre carcéral en réprimant donc les indisciplinés. Présidé par le directeur de la prison, assisté d'agents pénitentiaires, cette forme de jugement questionne la légitimité de l'autorité pénitentiaire, notamment dans sa capacité à faire preuve d'un sens de la justice et de l'équité. Alors s'il est vrai que cette autorité, cette instance disciplinaire s'est longtemps exercée en dehors du droit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence croissante du droit européen, cette instance disciplinaire a connu de profonds bouleversements qui lui donnent aujourd'hui l'apparence technique d'un procès pénal. Dès lors, on peut se demander quel rôle tient l'usage de la morale dans ces commissions. Ces instances constituent-elles de véritables espaces de jugement ou de simples espaces de réprimande? Comment un consensus et une évidence morale s'imposent-ils à l'égard de l'attitude à tenir à l'égard de ces détenus indisciplinés? En gros, ou en bref, comment bien les juger et faire preuve de justice? Donc à partir d'un travail ethnographique que j'ai mené sur une durée de 10 mois dans une maison d'arrêt de la région parisienne et de l'observation de 21 commissions disciplinaires, je vais tenter ici de mettre en relief les enjeux politiques et moraux propres à la gestion carcérale de l'indiscipline. Donc je vais examiner tout d'abord la place de la discipline pénitentiaire dans l'histoire de la prison, rapidement, notamment à travers les mutations du régime disciplinaire. Et je montrerai ensuite comment est construite la procédure disciplinaire. Et enfin, je vais m'attacher à analyser le contenu des pratiques de jugement qui sont dominées par un certain nombre d'attentes et de critères d'évaluation, critères et attentes qui révèlent les modalités par lesquelles ce qu'on peut appeler une économie morale de la peine s'actualise. Alors, si on regarde l'histoire de la prison, c'est en 1842 que la commission de discipline, alors appelée prétoire, voit le jour et que le cachot devient la principale sanction disciplinaire. Au XIXe, on pense que l'amendement des détenus, en lien étroit avec le respect préalable de règles carcérales strictes. On pense qu'en soumettant le détenu à cette discipline, il va continuer à la mettre en œuvre après sa libération. Donc ici, la discipline, elle est pensée comme partie prenante d'une forme de réforme morale du détenu, de ce qu'on appelle alors sa régénération morale. Ce n'est qu'après 1945 que vont être abandonnées certaines pratiques disciplinaires, comme le face au mur, la tonte des cheveux, le port obligatoire des sabots, le port de fer la nuit, et que la punition avec sursis va faire son apparition. Peu à peu, donc, la loi encadre la procédure disciplinaire en essayant de l'ajuster à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. À la fin des années 60, la durée maximale de placement en cellule disciplinaire va être réduite de moitié. Certaines pratiques comme l'occlusion des fenêtres, les restrictions alimentaires et le silence obligatoire vont disparaître. Et en 1975, ces punitions disciplinaires vont être requalifiées sanctions disciplinaires. Alors ce changement sémantique est symptomatique d'une économie morale de la peine en gestation qui va déplacer son action vers une approche éducative, voire une réparation, et non plus la seule souffrance de la punition. Alors que la punition relève de l'ordre légal, la sanction renvoie ici davantage à l'ordre moral. Elle doit être mise en relation avec la responsabilité de celui qui a commis une faute
et conduire donc à réparer le tort qu'il aurait fait à autrui, voire à lui-même. Donc, elle vise à restaurer, à prévenir la rechute et à rendre meilleur. En 1996, un cadre réglementaire strict à la procédure disciplinaire va finalement être mis en place, et cette sanction disciplinaire va perdre peu à peu son statut de mesure d'ordre intérieur pour devenir une mesure susceptible de recours. 36 fautes sont à présent listées en 3 degrés de gravité. L'enjeu est ici d'encadrer la discipline carcérale avec un outillage juridique et un standard disciplinaire lui permettant donc de limiter le recours à une autorité que l'on jugeait alors discrétionnaire. Donc, les sanctions sont elles aussi encadrées, l'avertissement, le travail d'intérêt général pour les moins sévères, le confinement ou la mise en cellule disciplinaire pour les plus redoutés. Ces 2 sanctions ont une double dimension morale, une visée dissuasive et une visée préventive au regard d'une éventuelle récidive. Si ces 2 sanctions, donc le confinement et l'encellulement disciplinaire, relèvent de l'encellulement individuel, la mise en cellule disciplinaire entraîne des conséquences plus lourdes sur les conditions de détention. Si les 2 éléments centraux de cette administration de la discipline consistent à maintenir l'ordre de la prison et à soutenir le personnel de surveillance dans ses missions quotidiennes, depuis le début des années 2000, un ensemble de facteurs a modifié la gestion de cette discipline carcérale. Tout d'abord, une augmentation continue du nombre de signalements d'incidents en détention. Cela a conduit les directions des établissements pénitentiaires à opérer un certain nombre d'ajustements qui visent à sanctionner plus vite, toujours plus de détenus, pour soutenir l'autorité des agents pénitentiaires qui sont la plupart du temps en première ligne dans les infractions rapportées. Ensuite, la mise en œuvre du principe contradictoire au sein des commissions disciplinaires, notamment avec la possibilité d'être assisté par un avocat et le droit de recours, va conférer au régime disciplinaire l'apparente qualité technique du droit pénal. Enfin, les règles pénitentiaires européennes que la France a ratifiées préconisent de n'utiliser ces commissions qu'en ultime recours. L'administration de la discipline relève donc d'une double logique. La première vise à réduire la tolérance aux écarts de conduite des détenus avec la rédaction d'un rapport d'incident. Donc ça va relever d'une gestion bureaucratique de la discipline. Et la seconde relève d'une reconnaissance formelle des droits des détenus qui renvoie, entre autres, à l'application des règles pénitentiaires européennes. Donc avec des références explicites à la Convention européenne des droits de l'homme ou aux travaux du Comité européen pour la prévention de la torture, ces RPE, ces règles pénitentiaires européennes, constituent un catalogue de bonnes pratiques qui sont proposées aux autorités nationales afin qu'elles améliorent les conditions de vie en prison dans le sens d'une humanisation. Les surveillants sont appelés ainsi à faire preuve de mesure en préférant le rappel des règles au signalement d'incidents. Il est donc demandé aux surveillants de réprimander, de faire la leçon. La discipline carcérale fait donc ici l'objet d'une procédure réglementaire formelle et de différentes formes de régulation informelle que les surveillants sont invités à mettre en œuvre avec mesure et discernement. Par ailleurs, la réforme de la profession de surveillant, opérée par la loi pénitentiaire de 2009, va instaurer un code, une forme de code déontologique qui va renforcer solennellement leur autorité morale, appelant ces surveillants à agir avec impartialité, humanité et justice, tout en leur reconnaissant un rôle important dans les politiques de réinsertion mises en œuvre par l'administration pénitentiaire. Si l'économie morale de la peine participe à transformer les missions des professionnels de la pénitentiaire, comment parviennent-ils à concilier à la fois la gestion des flux d'incidents avec les nouveaux droits de la défense acquis par les détenus et les préconisations européennes d'un règlement des infractions en infradisciplinaire?
comment et sur quels critères la sanction est-elle évaluée. Alors c'est ce que je voudrais ici vous présenter en déroulant la construction de la procédure disciplinaire. Lorsqu'un compte rendu d'incident est réalisé, une enquête est menée par un surveillant gradé. Elle vise à vérifier si le détenu a bien commis les actes qui lui sont reprochés. Elle vise aussi à expliquer les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Et elle vise aussi à relever les antécédents disciplinaires du détenu. Donc, lorsque ce compte rendu d'incident est réalisé, une enquête donc a lieu. Le gradé va remettre son rapport au chef d'établissement ainsi qu'au détenu. C'est le président de la commission, qui est aussi donc directeur de l'établissement, qui va décider du bien-fondé de la comparution. Les détenus incriminés peuvent engager des démarches de réparation de leur côté, notamment en écrivant une lettre d'excuse s'ils ont offensé quelqu'un, ou offrir une forme de réparation. Durant cette phase, les détenus sont l'objet d'observations et d'évaluations morales qui viendront moduler les sanctions qui leur seront données, notamment en fonction de leur attitude envers une éventuelle victime. A contrario, si une nouvelle infraction disciplinaire est constatée, elle pourra venir implicitement appuyer une sanction moins clémente. La commission disciplinaire, c'est une procédure rapide, une vingtaine de minutes à peu près par dossier. Elle commence par une brève discussion entre les membres de la commission, donc directeur et agent pénitentiaire, sur le dossier de celui qui passe en jugement. On va faire entrer ensuite l'accusé, assisté s'il le souhaite d'un avocat. Le président va ensuite exposer les faits en lisant le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête. Puis l'accusé va présenter sa version des faits. Ensuite, une discussion pourra s'engager entre le directeur, les surveillants présents et le détenu. Prenons le cas de Paolo, dont Didier a parlé un petit peu ce matin. Un détenu brésilien d'une vingtaine d'années qui comparait parce qu'un téléphone portable a été découvert dans sa cellule. Paolo reconnaît d'emblée tout ce qui lui est reproché. Sans papier, n'ayant pas de permis de visite, on lui aurait prêté un téléphone pour appeler sa famille. Alors il va tenter, dans un français approximatif, d'exposer sa situation et rapidement, son avocat va venir le suppléer. Ce monsieur est condamné pour avoir livré de faux papiers. De plus, il est en situation irrégulière. Ses parents et sa petite amie sont en situation irrégulière. Il a besoin de communiquer avec sa famille. Je vous demande la plus grande clémence. C'est une situation difficile. Il n'a pas le droit de visite. Alors, durant la délibération qui va suivre, auquel j'ai assisté, personne ne croit en ce récit, à commencer par le président. Ça ne me paraît pas vrai son histoire, c'est du pipeau, suivi par le premier surveillant qui déclare « c'est un nouveau, c'est une chèvre », c'est-à-dire quelqu'un qui endosse, une peine, enfin un délit qu'il n'a pas commis. Ce premier surveillant continue, il reconnaît tout, on ne va peut-être pas le foutre au trou, mais il n'y a pas de place en confinement. Si, on peut le mettre au trou, 10 jours, de toute façon, il faut le punir, clôture le président. Ce sera donc finalement 20 jours, dont 10 jours avec sursis, au grand soulagement de Paolo, qui retournera en cellule en remerciant le président. Les membres de la commission de discipline se trouvent dans une situation délicate face à ces individus qui sont jugés vulnérables, c'est-à-dire fragilisés par certaines caractéristiques physiques discréditantes ou des situations sociales problématiques, qu'ils soient usagers de drogue, homosexuels, suicidaires, sans-abri, sans-papier, sans parloir. D'un côté, ces membres de la commission n'ont pas les moyens de mettre en doute l'aveu de celui, d'autant que le propre avocat de ce détenu corrobore les faits. D'autre part, ils ne peuvent pas laisser ce type de délit non sanctionné, même si le détenu est innocent et qu'avec ce type de délit, la possession d'un téléphone portable, il risque une nouvelle comparution en chambre correctionnelle. Conscient de la vulnérabilité de Paolo, donc, qui serait ici victime du caïda carcéral,
et contraints d'avouer pour se protéger de représailles, les membres de la commission de discipline vont se résoudre à le placer en quartier disciplinaire, faute de place en confinement, mais en réduisant sa peine d'un sursis partiel. Je voudrais à présent, après avoir exposé ce cas, me pencher sur le contenu émotionnel et moral des pratiques de jugement. En commission, c'est tout d'abord la personnalité des détenus qui est évaluée, leur discrétion, leur obéissance et leur docilité, qui sont particulièrement mises en avant. Puis vient le rapport qu'ils entretiennent avec les actes qui leur sont reprochés, leur sincérité, leur reconnaissance du délit, leur éventuel remords ou leur éventuel sentiment de culpabilité. Pour une même infraction, la durée d'encellulement disciplinaire peut être divisée par 2 si le détenu est jugé habituellement discret et qu'il reconnaît les faits. La considération du sens visé par le détenu peut aussi influer sur la représentation de la gravité de la faute. Par exemple, si tarder pour remonter de cours de promenade peut être considéré comme une infraction mineure, elle peut dénoter une incitation latente à la remise en question de l'autorité du personnel. Ici, c'est l'intime conviction des membres de la commission qui fait pencher la balance vers une sanction plus ou moins sévère en fonction du supposé sens visé par celui qui contrevient donc aux règles. Il est possible de reconstruire les critères de ce qu'est, pour les professionnels de la pénitentiaire, un bon détenu. Bien sûr, la discrétion constitue le premier élément d'évaluation informelle, qui, durant les délibérations, vont plaider assez explicitement pour une mesure de clémence, corrélée donc également à cette attente l'obéissance, bien sûr, la docilité, le respect des règles de vie et bien sûr la politesse envers les agents pénitentiaires qui vont également peser lors des délibérations. Si les attributs du bon détenu font consensus, les agents pénitentiaires éprouvent des difficultés à parler des mauvais détenus, même s'ils les associent toujours à une dangerosité supposée. Dans les discours donc, de ces agents pénitentiaires, on peut repérer une graduation de cette dangerosité, du fauteur de troubles, communément appelé fouteur de merde, jusqu'au détenu jugé maléfique, en passant par la crapule et le zinzin. Ce classement informel souligne la difficulté de démêler ce qui relève de la stricte gestion de l'ordre carcéral d'autres préoccupations d'ordre psychiatrique et criminologique. L'évaluation de la dangerosité demeure complexe, car tous les manquements à la discipline ne sont pas révélateurs d'une dangerosité réelle. Aussi, la rédaction d'un rapport d'incident relève de l'appréciation subjective du surveillant, qui va évaluer et discriminer les incidents conjoncturels et ceux qui relèvent d'un comportement récurrent et qui méritent, selon lui, une sanction. L'évaluation de la vraie menace reste au demeurant très subjective. Elle se base en partie sur la connaissance du dossier pénal du détenu, de son réseau de relations et sur les ressentis des surveillants qui côtoient le détenu au quotidien. Pour conclure, je dirais qu'étudier l'administration de la discipline et sa réception par le prisme de ce que j'ai appelé une économie morale de la peine permet de mieux comprendre comment l'édiction de normes, l'édiction et la mise en pratique de nouveaux droits va ouvrir la porte à de nouveaux modes de régulation par l'édiction donc de normes et de valeurs à l'aune desquelles on va juger la normalité des détenus ou leur volonté de sortir d'un comportement jugé déviant. Bien sûr, ce qui est remarquable dans les interactions au regard de la gravité des actes incriminés, c'est l'indexation de la hiérarchisation des sanctions sur une hiérarchisation du sens moral des détenus. Sur le plan cognitif, il suffit de mettre en avant le supposé bon comportement d'un détenu pour affaiblir le degré de gravité de son acte.
Bien sûr, les réformes des procédures disciplinaires, la refonte du système de sanctions, la présence d'un avocat ont pour but d'introduire plus de justice et plus de droit en prison. Mais la commission de discipline n'a que l'apparence du procès équitable. Et les usages sociaux de la morale s'y reconfigurent. Entre une économie morale qui tend d'un côté à adoucir et humaniser les conditions de détention, et un ethos professionnel qui consiste avant tout à veiller à la sécurité, les surveillants tentent de mettre en œuvre un certain sens de la justice qui tient à la fois compte de leur propre rapport interpersonnel aux détenus incriminés, ainsi que sa supposée dangerosité, vulnérabilité et sa capacité à se responsabiliser. L'humanisation de la vie en détention participe, ce faisant, à hiérarchiser l'humanité des détenus en différenciant d'un côté les bons détenus, ceux qui sont reconnus comme des agents moraux, capables de reconnaître leurs fautes et de modifier leur comportement, et de l'autre, les mauvais détenus, jugés plus ou moins dangereux, incapables de se responsabiliser, voire irrécupérables. L'influence croissante des droits de l'homme dans les politiques européennes dévoile donc une manière valorisée de se conduire envers les détenus, mais humaniser la prison en son cœur ici, c'est-à-dire au sein même de son processus disciplinaire, c'est malgré tout en conserver le principe, tout en adoucissant les modalités et en donnant aux détenus, ainsi qu'aux surveillants, une attention et des besoins nouveaux en termes de reconnaissance morale pour les uns et de renforcement de leur autorité morale pour les autres. Merci.